Alors, on est piégeur parce qu'on est chasseur. Hein, on est chasseur, on aime chasser le petit gibier, puis on aime autant qu'il y ait beaucoup de petits gibiers que peu de petits gibiers. T'as une belle compagnie, là. La chasse, c'est pas mon plus grand plaisir. Mon plus grand plaisir, c'est le piégeage. Si on se dit, on a encore une mauvaise saison et qu'on ne fait rien, on n'avancera pas. Hein. Alors d'aujourd'hui, un gars qui s'investit sur son territoire, je dis que la chasse, c'est du 1er janvier au 31 décembre. J'ai commencé avec mon grand-père, mon père. J'ai toujours couru après les renards. On ne peut pas avoir de petits gibiers si on ne fait pas un gros travail au niveau des nuisibles. Ce n'est pas possible. De toute façon, il faut être mordu, je dirais même pour être piégeur, vraiment, il faut plus qu'être mordu, il faut être fou. C'est le plaisir de poser ses pièges et d'aller les ramasser le lendemain, c'est une passion, c'est puis de voir quelquefois quand on a ramassé ses pièges, un bouquinage de lièvre, une compagnie de perdrix, c'est le résultat du travail. Depuis que l'homme est l'homme, la chasse fait partie de son quotidien. Et l'on peut imaginer facilement qu'avant d'inventer des armes, il a toujours cherché à piéger les animaux, aussi bien pour se nourrir que pour se défendre. De nos jours, les moyens de lutte ont bien changé, et les espèces recherchées également. Plus de loups ni d'ours. Sont considérés comme nuisibles les animaux qui présentent un danger pour l'homme ou une concurrence à ses activités. Nicolas Voyard, de la Fédération départementale des chasseurs de l'Aisne, nous explique comment, ici, on gère le problème. On a déjà une vision particulière où on n'aime pas beaucoup parler de nuisibles parce que ce sont des espèces qui font partie des écosystèmes. Donc on parle plutôt de prédateurs. Hein. Donc ensuite, on est dans un cadre national où il y a une liste des espèces susceptibles d'être classées nuisibles. Et pour assurer dans le département la liste annuelle, nous conduisons une enquête scientifique sur 13 espèces qui est confiée à un ingénieur du CNRS. Et ça nous permet d'obtenir des données pour justifier devant monsieur le préfet du classement ou pas de telle ou telle espèce sur la liste départementale. Globalement, c'est l'impact sur la faune, mais aussi les risques sanitaires et sur les activités économiques et notamment agricoles. Nous présentons cette enquête à la commission départementale et de la chasse et de la faune sauvage, où il y a des analyses sur les résultats de piégeage, sur les carnets de piégeage, avec les prises, les localisations, des cartes communales, avec l'intensité des prises et des rencontres par piégeage. Il y a également une enquête auprès des mairies, auprès des gendarmeries, des fiches de dommages. Donc ça peut être aussi bien des corvidés qui vont attaquer des bâches sur les balles de foin, ça peut être des fouines et des martres dans les toitures sur les matériaux isolants comme la laine de verre, ou également destruction dans des poulaillers, tout ce genre de données qui prouvent l'abondance des populations et la nécessité de les réguler. Direction le bocage tirachien, où Jean-Pierre est piégeur par nécessité, mais aussi pour rendre service aux agriculteurs. Les 2 poules faisant, avec un coq, que je récupère les œufs, et ensuite que je fais couver par des poules naines. Ils vont partir d'ici, et après ils vont où c'est qu'ils veulent. C'est un peu une volière à ciel ouvert, quoi. Si on piège pas, c'est même pas la peine. L'hiver, j'ai attrapé le plus possible de nuisibles pour me mettre tout de mon côté, quoi. Le propriétaire me laisse le droit de chasse, donc c'est normal que je lui protège sa récolte. Parce qu'il y a des endroits, il y a beaucoup de dégâts avec les corbeaux sur les boules de rubanage. Ils viennent là-dessus, ils percent, et puis ensuite l'eau elle rentre, donc ça se conserve plus, quoi. Mais aussi c'est pour protéger le gibier aussi, le faisan, parce que nous ici on a pas mal de faisans. Et ils mangent les petits faisans, les petits lièvres. Tout le gibier, quoi. Si vous mettez un corbeau qui vient d'ici, ils se connaissent, donc il ne viendra pas, il prévient. Et comme là, c'est un corbeau qui vient de l'extérieur, comme c'est son territoire ici,
Ils veulent l'empêcher de venir sur le territoire. Et puis comme ils voient qu'il y a à manger autour, bah, il veut prendre son manger, quoi. Il rentre à l'intérieur, quand il monte, hop, il déclenche, il attrape le tombe. Surtout pour ne pas venir mettre la cage à l'heure qu'il se promène. C'est ou tôt le matin ou le soir à tomber de la nuit. Parce que s'ils nous voient venir, par exemple, là ils nous ont vus, je peux retirer la cage. Hein. S'il y en a un deuxième ou un troisième, ils ne diront plus. Hein. Ils sont pas bêtes, quoi. Le corbeau, je pense que c'est une bête qui est des plus intelligentes. Rémi est agent de développement sur le groupement d'intérêt cinégétique GIC de la Souche. Ici aussi, on prend au sérieux le problème des corvidés. Si le freux va tomber sur des œufs, il ne va pas se gêner pour les manger. Mais je veux dire, sa nourriture principale, c'est beaucoup tout ce qui est maïs, pois, les tournesols. Il fait vraiment beaucoup de dégâts dans les cultures. C'est vrai que c'est la bête, on peut dire, c'est la bête noire des agriculteurs. Parce que la corneille, ces dégâts sont basés plus sur au niveau des couvaisons, donc au niveau de la reproduction des perdrix, des canards dans les marais. C'est une vraie avec le G, une pilleuse de nid. C'est pour ça qu'au niveau du piégeage, la corneille, il ne faut pas la négliger. Hein. On parle beaucoup du renard, mais la corneille, elle fait autant de dégâts. Depuis 3 ans, Thierry est piégeur agréé à Amifontaine sur le GIC de la Souche, où il s'attache particulièrement à détruire les corvidés. Il nous explique sa méthode et pourquoi un tel acharnement. Là, il y a un adulte. Vous voyez, regardez, ça pince, mais ça veut arracher la peau. Ça, c'est le but. La corbotière, elle fonctionne déjà de mettre des appelants dedans. Ils nous font déjà des corbeaux au départ. En avoir au minimum au moins 2 à 3 dedans pour que ça bouge. Et il y a l'échelle centrale et ils rentrent par-dessus. Et ils ne peuvent pas arriver à remonter, dans le sens que pour remonter, il faut qu'ils volent. Et les ailes ouvertes, ils n'arrivent pas à remonter dans les carrés de l'échelle. Cette année, je suis quand même à 108, là, maintenant, ça fait. C'est déjà pas mal, je pense. Mais bon, vous voyez, il y en a encore. Hein. Il y a encore beaucoup de boulot. Le meilleur moment, c'était quand ils ont fait la moisson ici. Ils sont revenus ramasser du grain là, les corbeaux. Et ils ont été attirés par les autres, ils ont rentré. C'est là que j'en ai fait le plus. Depuis le temps que maintenant, ça moissonne à droite, à gauche, ils suivent les champs au fur et à mesure à la moisson. Ça, c'est une cage qui a été faite artisanalement par une entreprise agréée, un particulier qui décide de faire une cage. Il y a des plans qui existent à la fédération. Il faut juste respecter le niveau de l'échelle d'entrée, donc l'espacement entre les barreaux. Parce que si on resserre trop, les corbeaux passent pas. Et si on laisse trop d'ouverture, après, c'est des gros rapaces qui rentrent comme des buses. Des fois, ils arrivent à rentrer quand même. Donc, 2 premières années de piégeage, 250 pies quand même. Et il y avait plus de 10 ans que ça n'avait pas été fait par un ancien piégeur qui est décédé. Les fermes, dans leur cours, maintenant, ils ont des petits merles, ils ont des mésanges, ils ont de tout. Que pendant les 3 années avant, ils n'avaient plus rien du tout dans leur cours. Envahi de pies et plus d'oiseaux. C'est dans le petit village de la Selve que Charles nous fait découvrir le piégeage d'un autre corvidé, la pie bavarde. Le plus beau, c'est pour l'attraper. Cet oiseau noir et blanc est omnivore. Insectes, baies, détritus, mais aussi œufs et oisillons font partie de son régime alimentaire. Et puis sauvage. Elle mange les œufs des oiseaux, ils mangent les petits oiseaux, ils font tout ça. C'est un peu comme les corneilles. On met un morceau de pain, prenez une bouteille d'eau pour leur donner à boire. Ouais, pour les pies, une fois qu'on a repéré une compagnie de pies, je vais déposer la coche une demi-heure après. Je prends ma voiture, je vais emmener la coche. Et puis je repasse 1 heure après, ça y est, elles sont prises. Il faut les mettre à découvert. Et les disposer comme ça. Après, il faut dégager toutes les entrées pour que les pieds puissent passer. Après, il n'y a plus qu'à tendre le piège. Alors après, il ne reste plus qu'à tendre. Voilà notre piège bien installé. Peu de temps après, une jeune pie arrive, intriguée par l'appelant, puis attirée par le pain. Elle entre dans la cage,
mais juste la tête, et sans déclencher le mécanisme de la porte, se saisit du pain et ressort indemne pour se régaler. Le piégeage, bien souvent, n'est pas aussi facile qu'il y paraît. D'ailleurs, une autre difficulté vient de la législation en constante évolution, que tout piégeur doit connaître avant d'exercer son art. Le premier arrêté sur le piégeage date du 23 mai 1984 et a été suivi par beaucoup d'autres. Michael, formateur à la fédération, revient pour nous sur ce qui a changé au cours de ces années. Avant 84, il n'y avait pas de règles à respecter, hein. On pouvait attraper toutes les espèces, y compris les rapaces. Donc ici, on a un piège à poteau, hein, avec une palette en bois. Hein. Donc ce sont des pièges qui étaient fixés surtout sur des piquets de pâture, hein, qui servaient à attraper des rapaces diurnes et nocturnes. Le rapace venait pour se poser sur le piquet de pâture, il posait sa patte sur la palette en bois, le piège il se déclenchait, puis il était pris par les pattes. Comme il n'y avait pas d'interdit, il régulait avec du poison, de la strychnine. Il régulait l'air nerf à la chloropicrine, le gaz. Hein. Et puis donc avec les pièges à palette et à mâchoire. Et bah, tout ça, c'est devenu interdit. Enfin, ce sont les scientifiques, l'Office national de la chasse, hein, qui ont étudié un petit peu tous ces pièges-là. Et puis donc, c'était facile de s'apercevoir que les animaux étaient soit blessés, soit mutilés. Hein. Donc il était temps de faire quelque chose. Pour le bien-être animal, c'est surtout ça. Hein. La succession des arrêtés, c'est toujours basé sur pour éviter les souffrances. En 84, on a commencé par la formation piégeuse, ensuite la transformation des anciens pièges, hein, pour pouvoir les utiliser. Ensuite, ils ont été supprimés, et ensuite, on a eu des nouveaux pièges. Hein. Avant le 1er juillet 2007, si on n'utilisait que des pièges de première catégorie, on n'était pas obligé d'être agréé. Depuis le 1er juillet 2007, là, c'est l'agrément obligatoire pour la totalité des pièges, hein, y compris les pièges de première catégorie. En effet, il existe un classement des pièges en 6 catégories. Donc les pièges de première catégorie, c'est tout ce qui est chatière, cagernard. Chaque catégorie correspond à une législation particulière qui évolue au gré des différents arrêtés. Heure de levée, disposition, restriction d'utilisation notamment, qui doit être scrupuleusement respectée sous peine d'amende. Alors pour pouvoir utiliser l'assommoir perché, il faut être agréé piégeur, hein, mais il faut que le département soit autorisé par le ministre. C'est pourquoi une formation piégeur agréée est obligatoire. Le raton laveur, la fuine, le lapin de Garenne, le renard, le vison d'Amérique, le Elle aborde 5 thèmes principaux. Connaissance des espèces recherchées. Alors la fuine, nourriture généraliste, petits rongeurs, des oiseaux, des œufs, des insectes, des fruits. Connaissance des différents types de pièges et leurs conditions d'utilisation. Interdiction à moins de 200 mètres des habitations des tiers et à moins de 50 mètres des routes et des chemins ouverts au public. Pose interdite en couille. Manipulation des pièges. Comme ça là, celui-là il est chargé de tenir l'embryon là. Et l'autre là, il sert à quoi? Pourtant, il ne s'agit pas d'aller tirer 5 balles pour tuer l'animal, hein, parce que là, c'est... Connaissance des mesures propres à diminuer les souffrances de l'animal. Qu'il soit tué instantanément sans souffrance. Application des connaissances. Comment il tient le dos de la main en appui. Ces formations sont en général organisées par les fédérations des chasseurs, durent 16 heures et sont animées par des formateurs agréés. À l'issue de la formation, un test de connaissances sans valeur d'examen est réalisé. Mais on va les repérer. Lesquels peut-on rencontrer régulièrement? Le piégeur est alors automatiquement agréé par le préfet et reçoit un numéro qu'il devra faire apparaître sur tous ses pièges. Voilà. Bon, c'est tout. On va pas dire qu'on a pas... Mais avoir des piégeurs formés dans un département n'est pas suffisant. Encore faut-il les fédérer afin de les aider dans leur action. Avec un appât carné. Un élément essentiel pour l'organisation de la régulation des prédateurs, c'est notre politique avec les unités de gestion et les groupements d'intérêt synergétiques, où grâce à un timbre-emploi qui est fictif mais néanmoins présent dans le prix du permis de chaque chasseur, qui est à 12,65 €, nous avons créé une ligne budgétaire qui s'appelle timbre-emploi et qui nous permet de recruter des agents de développement synergétique dans les unités de gestion. Donc cet agent est le maillon de transmission entre la Fédé et les piégeurs,
à charge pour lui, s'il veut que ça marche dans son unité de gestion, qui peut faire 20 à 40 000 hectares, de s'entourer d'un réseau de piégeurs. Les agents qui ont réussi à mobiliser des piégeurs autour d'eux ont vraiment une connaissance parfaite de toute leur unité de gestion et ils arrivent à appréhender une gestion globale de l'unité de gestion. On a mis des dizaines d'années pour comprendre qu'il fallait se mettre en GIC, qu'il fallait se mettre en équipe. C'est quand on a vu nos populations complètement dégringoler au niveau du lièvre, au niveau de beaucoup de choses, qu'on a dit il faudrait peut-être faire quelque chose. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Donc on ne devrait pas avoir un contrat. Yves Michel est le président du GIC de la Sambre. Il nous explique l'intérêt d'avoir engagé Michel Boitteau comme agent de développement synégétique. On a donné du travail à quelqu'un qui était au chômage, qui est passionné et qui fait un travail extraordinaire sur tout le GIC, en accord bien entendu avec les gardes, les piégeurs. On était dans un système individualiste où les piégeurs étaient les maîtres sur leur territoire. Maintenant, ils travaillent en équipe. Ils travaillent avec le piégeur du territoire d'à côté. Ils travaillent avec Michel Boitteau qui, lui, est là pour les motiver, pour les aider, aussi bien techniquement que physiquement. Donc c'était un changement total de fonctionnement pour eux. Mais on a maintenant des équipes qui sont très soudées. Une personne toute seule ne peut rien faire sur 26 500 hectares. Il faut qu'elle ait une équipe autour d'elle. Tous les piégeurs interviennent bien sûr gratuitement et à la demande. Ils sont au service de tous. Cependant, face à des besoins spécifiques, le GIC a lancé un service payant de régulation des animaux indésirables en vue des communes, des entreprises, voire même des particuliers. On est demandé au niveau du GIC pour, disons, faire baisser les populations d'espèces indésirables ou d'espèces en surnombre, telles que les pigeons dans les silos à grains, les rats musqués par une voie navigable qui abîment les berges. Donc on disait, les gens qui ont besoin de l'agent de développement deviennent adhérents du GIC. Nous rendons un service payant aux adhérents, qu'ils soient municipalités, qu'ils soient industriels ou particuliers. Et ça fait partie de la reconnaissance de notre mission. Ça correspond à un besoin et on est les seuls à pouvoir rendre ce service. Cela permet des rentrées d'argent indispensables au fonctionnement du GIC. Ici, c'est un particulier qui a appelé Michel pour un problème de rat musqué. Allez, viens. Il donne une nasse double à double entrée et mis sur les bordures. La population a bien baissé, puisqu'on en a capturé beaucoup. Bon, en voilà déjà, c'est la première, donc on va voir les autres. Ah, bah ça a encore mordu là. En voilà deux. Ah, ça c'est des jeunes. Les petits jeunes. Ça reproduit beaucoup, On les dégâts dans les petites plantations, ça perce les digues. Bien souvent, les étangs sont toujours un peu trop près des rivières, donc ils percent, et puis donc il y a des fuites d'eau. Même rivière, n'importe où, fosses, on a des grandes fosses qui sont dans les petits étangs qui sont au milieu des champs de maïs. Quand il y a plusieurs familles de rats musqués, il y a énormément de dégâts. Au niveau de l'agriculture, beaucoup dans les blés. Oui. Ensuite, deuxièmement, c'est vecteur de maladies, énormément de maladies, pour les bovins et ainsi de suite, Le ténia, par exemple, c'est vecteur du téniol. C'est pour ça qu'ils nous appellent, Encore un. Le rat musqué revient énormément par rapport, je veux dire, il y a une quinzaine d'années en arrière, où les peaux étaient toujours commerciables. Donc les gens piégeaient beaucoup le rat musqué pour vendre les peaux. Aujourd'hui, on n'a plus le droit. Donc la population du rat musqué a augmenté énormément. Au début qu'on arrive, on fait quand même des grosses populations. Et après, ça baisse, mais on en prend toujours. Si c'est un plan d'eau qui est placé le long d'un cours d'eau, et donc l'alimentation permet que le rat musqué avec les cours d'eau se déplace, et automatiquement, dès que ça part, ça revient. Donc il faut piéger toute l'année, Le système de nasse à rat musqué, c'est un système... Moi, je suis assez fier parce que c'est mon père qui l'a inventé. En 1973, il en a même vendu à la société Manu France. En 1976. Simple et double entrée. Donc, vous voyez, c'est petit clapier ici que le rat va pousser avec son nez
pour aller chercher la pomme. Tout simple. Hein. Et ça se referme derrière lui. Ce qui permet à la nasse à ramusquer par rapport au piège, c'est qu'on prend du ramusqué, tandis que le piège, comme on a le 13-13 qui va très bien, si on met un appât dessus ou quoi que ce soit, quelquefois ben, on arrive, on peut avoir une poule d'eau qui se fait prendre, on peut avoir un canard. Pendant le piégeage, on ne fait pas d'omelette sans casser d'œuf, hein, parce qu'on ne prend pas toujours ce qu'on veut. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus sélectif. Vous pouvez croire que les dents, hein, ça mord. Hein. Bon, il faut reconnaître que le ramusqué n'est pas quelque chose d'énormément compliqué à piéger. Quand on a déjà le matériel et un peu de connaissance, il suffit de regarder les fréquentations, parce que bon, le ramusqué est bête. Hein. Naturellement, c'est bête, ça passe à ses coulées, ça ses habitudes, donc on essaye de bien l'équilibrer. Voilà. Un petit peu, quelques centimètres dans l'eau comme ça. Et donc c'est parti. C'est une mise en route aux jeunes piégeurs, en quelque sorte. C'est un stade communal où il y avait beaucoup de tops. Bon, là, il n'y a plus grand-chose, parce que j'en ai déjà piégé beaucoup. On m'a demandé d'intervenir et de monter faire un contrat au top. Donc, eh ben, on a mis en place des pièges. On a déjà fait à peu près une 60aine depuis un bon moment. Il y a encore quelques topinières, mais plus grand-chose, parce qu'avant, ça n'était que ça. Il y a une société qui est venue mettre des trucs ultrasons, qui est venue mettre du poison, des répulsifs, des bouteilles, des trucs de gaz. Ça leur a coûté une fortune. Un mois après, les topinières étaient revenues. La taupe, c'est comme un renard, hein, comme un nuisible. Hein. Si on veut du résultat, il faut qu'il soit mort. Et voilà, la première prise. La taupe n'a pas de statut particulier. Elle est piégeable au même titre que le rat ou la souris. Et la deuxième prise. Il faut dire que la taupe se nourrit énormément de vers de terre. Sur le milieu du terrain, là où il fait sec, les vers de terre vont un peu s'écarter pour venir chercher un peu l'humidité qui va se trouver dans les racines. Ici, elles vont toujours chasser le ver de terre. Et donc, c'est plus facile à les prendre là. On les prendra différemment avec un autre système, toujours au piège à taupe, au milieu du terrain, que là, on va les piéger tout l'année. C'est des passages où ils passeront tout l'année. Et là, c'est là qu'on va en prendre le plus. On arrive à trouver les galeries. On essaye de trouver toujours 2 galeries, voire 3, hein, en creusant. Il y a des trous qui descendent à pic, qu'on ne piège pas dedans, parce que quand elle remonte avec ses pattes, elle tire les pièges. On essaie toujours d'essayer de tendre à plat. La taupe qui est ici a été complètement poussée par derrière par une autre taupe pour pouvoir passer. On sait qu'il y en a encore une qui est venue derrière pour passer. C'était repoussé comme ça. C'est des petites bêtes avec des pattes très très puissantes. Très très puissantes pour pouvoir creuser. Voici l'œil d'une taupe. C'est tout petit, parce que myope comme une taupe, c'est le cas de le dire. Par contre, elles ont un odorat et un ouïe très très développé. Les dentitions sont très fines. Elles se nourrissent énormément de vers de terre, de lambriques. Le piégeage à taupe, c'est quelque chose de délicat. Trouver la galerie, c'est assez simple. Alors vous avez un anneau comme ceci, avec une pince. C'est la sensibilité de l'anneau. Dès que la taupe rentre en contact, ça accroche à peine. Voilà. Dès qu'elle touche l'anneau, voilà. On prend une cuillère pour éviter d'y mettre ses doigts pour laisser des odeurs. Elle est myope, mais elle a un odorat très très développé. Donc on y remet notre piège, comme ceci. Ça, je vais le remettre dans la galerie comme cela. On repose un gazon sur le piège pour que le trou soit complètement noir. On met de la terre parce que le naturel, toujours avec le naturel. Bon, on met le gazon dans ce sens-là pour savoir qu'on a posé des pièges ici. Ensuite, on a le piégeage à taupe, par exemple, dans la taupinière fraîche. Une supposition que cette taupinière-là vient d'être créée. Cette nuit, elle est fraîche. Elle va revenir pendant au moins 2 jours, ramener dedans des nouvelles terres. Celle que vous prenez dans la galerie, elle est en train de chasser, elle se promène, elle ne pousse pas de terre. Celle-ci, elle va pousser de la terre devant elle. Donc plutôt de mettre l'anneau, comme on le met habituellement dans la galerie, on va le reculer beaucoup plus fort par rapport à celui qui est de moitié. Parce que la taupe va pousser de la terre, et c'est en poussant la terre qu'elle va déclencher le piège et qu'elle va se faire prendre juste au bout. Donc, on y bloque notre piège ici, ne bouge pas. Alors là, j'ai un piège de partie. Alors il arrive de temps en temps qu'on a une taupe qui se fait prendre par le bout d'une patte. C'est l'anneau. Là, j'ai pas encore la taupe. Elle s'est fait prendre par le bout de la patte. Voilà. Et elle était partie avec mon piège. Voilà. C'est très rare parce que vous avez vu tout à l'heure qu'elles sont prises en travers. D'accord. Et là, c'est une petite vicieuse qui s'est fait prendre par le bout de la patte.
On a nettoyé un peu, on reviendra de temps en temps quand le gardien nous appellera du terrain en disant il y a des taupinières, des taupes de revenus. Et puis on remettra une séance et puis on piège à l'année parce qu'il faut piéger à l'année. Parce que les taupes qu'on attrape ici, c'est celles qui vont aussi là-bas. Et puis bon, le territoire se libère, ça arrive. Hein. Ah. Alors, là, vous voyez, carton plein. Une de ce côté-là, une de ce côté-là. J'avoue que si les renards étaient aussi simples à prendre que les taupes, ça serait beaucoup plus facile. Mais il faut dire quand même qu'il y a beaucoup plus de taupes que de renards. Hein. Parce que si on avait autant de renards que de taupes, il n'y aurait plus du tout de gibier. En effet, il est rusé, maître Goupil, et tant recherché. Il se dit que l'on n'est pas un véritable piégeur tant que l'on n'a pas capturé un renard au collet. Marc, qui fait partie du GIC de la Sambre, nous prodigue ses conseils pour le colletage du renard. Il ne faut pas se lancer à piéger, dire je piège, je pose. Il faut d'abord bien observer, bien connaître son territoire. Vous voyez par exemple des petits points d'eau comme ça, vous regardez, quelquefois il y a une patte de renard à l'intérieur. Donc ici on arrive à un endroit où j'ai posé 3 coulées. Là l'herbe est un peu plus tassée, ça fait un genre de coulée là. Donc un renard en général il suit les haies aussi. Parce qu'il ne se met pas à découvert un renard et ça prend les fonds, ça prend la bordure de haies. Il faut bien connaître son territoire. Là par exemple j'ai une mère de chevreuil avec 2 jeunes. Donc il faut bien regarder les coulées de renard, surtout ne pas mettre les coulées n'importe où pour attraper les jeunes de chevreuil. Il faut observer. Hein, vous avez par exemple une ronce, puis on regarde bien. Le renard laisse un petit peu de bourre dessus, c'est du poil. Ça permet de confirmer le passage du renard. Hein. C'est pour ça qu'avant de poser son collet, on dit, faut pas dire tiens il y a une coulée, je pose, puis je m'en vais. Faut être observateur, faut voir, il y a un peu de terre, il y a un peu de bourre, bon c'est de la bourre de lièvre, c'est de la bourre de renard, bon c'est pas coupé, faut toujours être dedans, faut regarder, faut voir. Faut pas commencer à tourner, à essayer de bouger une branche, faut laisser l'environnement comme il est. Le renard a ses habitudes, arrive, passe, il a ses habitudes. Si vous changez quelque chose dans son environnement, hop, il a un temps d'arrêt, il se méfie, demi-tour, parti, vous perdez votre temps. Je vais aller poser un collet sur une coulée. Donc une chose qu'il faut toujours faire, c'est jamais marcher sur la coulée. Il faut toujours se mettre parallèle à la coulée, mais jamais dessus. Il ne faut pas laisser d'empreinte. Je double. Un renard est assez puissant, à force de tirer dessus, il risque de le casser. Donc ici nous avons un fil de clôture. Donc j'attache mon collet au niveau du fil de la clôture. Ensuite je prends 2 badines que je place de chaque côté de la coulée. Là, donc elles sont fendues. On place le collet. La première pièce, on le met derrière l'arrêtoir, comme ceci. Et ensuite, je place l'extrémité du câble dans l'autre badine. Et ensuite, je mesure. Ici, je ne suis pas sur les normes, puisqu'il y a 15. Donc, je relève mes badines. Et là, je mesure, j'ai 21 cm en dessous du collet. C'est pour éviter de prendre des lièvres, prendre des blaireaux. Et c'est la législation, on doit mettre 21 cm en dessous de la base du collet. Alors, je vais venir tous les matins, du lever du jour, dans les 2 heures après le lever du soleil. Le lendemain matin, nous suivons Marc dans sa tournée. Ça, c'est un renardeau. Ah, il est pris par l'arrière-train parce que c'est un jeune. Un renard, ça, en moyenne, ça sauve une 30aine de pièces de gibier par an, passant du lièvre à la perdrix, au faisan, au canard. J'avais repéré une coulée, et puis bon, je me doutais un peu qu'il y avait un peu de renard dans le secteur, une nichetée qu'on n'avait pas pu déterrer disons, au printemps.
Ben là, on arrive au 9e renard sur le secteur de piégeage que j'effectue ici sur une partie de la commune. On effectue la mise à mort avec une arme de chasse autorisée. La mort est instantanée, d'un seul coup, il y a toujours le respect du gibier. Il faut considérer ça comme gibier, comme nuisible. Moi, je suis assez impératif là-dessus. Toute bête mérite d'être respectée. Ça, c'est impératif. Un renard, si on sait qu'il est aussi très utile à nettoyer les animaux malades, à capturer les petits rongeurs qui peuvent être gênants pour les activités agricoles, quand il n'a pas son quota de nourriture, eh bien, il n'hésite pas à s'attaquer à un poulailler ou toute source de nourriture qui va lui permettre d'élever sa nichée et de développer ses populations. Certains chasseurs nous disent maintenant, bon, s'ils mangent les poules, c'est qu'ils ne touchent pas au gibier. Mais c'est complètement faux. C'est parce que s'ils viennent aux poules, c'est qu'il n'y a plus de gibier. C'est là le problème. Jean-Marc a été appelé par des riverains pour une disparition de volailles. Il mène l'enquête. On m'a signalé des disparitions de volailles, alors j'ai suivi les traces des plumes. Ouais. Ici, qui m'amenait dans l'herbe. Je suis arrivé ici. Le renard a rentré le canard dans le champ de colza. Et vous voyez, on retrouve les plumes. Comme ils aiment bien les canards, j'ai posé une cage avec 2 pièges et j'ai mis à l'intérieur un canard. Jean-Marc fait toujours preuve d'imagination quand il s'agit de déjouer la méfiance du renard. Ici, on est dans un secteur où on n'a pas de terrier. Ils se reproduisent dans n'importe quoi. Aussi bien dans un tas de pneus qu'on a trouvé, un tas de bois, n'importe où. Où ils trouvent un endroit sec pour mettre les petits et après ils se réfugient dans les colzas. La plante sacrée des renards. Là-dedans, on ne sait pas y aller et eux, ils sont bien. Et là, on a eu de la chance, la mère est venue aux poules et puis on arrive à la capturer. Je mets la cage et je dispose un piège à chaque extrémité. Alors le renard tourne pour essayer de choper le canard et il se fait prendre. Et j'utilise des pièges à lacets. Ben, le piège, il est là, il est décroché. C'est le piège Albert. Michel nous explique le fonctionnement du piège à lacets. On va préparer notre piège. On va mettre au sol un trou à plat. Donc, vous voyez ici, sur chaque piège, il y a toujours un numéro piégeur qui est déclaré en mairie. C'est obligatoire, c'est la loi. On va poser son piège bien à plat comme ceci. C'est-à-dire que quand le renard tourne autour, quand il met sa patte, le piège se referme correctement. Parce que si vous le mettez dans ce sens-là, bien souvent, en tournant autour, il met sa patte ici. Et quelquefois, quand le piège se déclenche, la patte remonte. Elle ne se fait pas prendre. Donc on essaye toujours, vu qu'il va tourner autour, de le mettre dans ce sens-là. On va détendre notre piège en tenant notre ressort d'une main. Repousser le câble en dessous. Et on va bien bloquer notre piège au sol. On va mettre cette mousse en dessous de la palette qui va nous permettre que la palette ne va pas se bloquer avec la terre, parce que si au bout de quelques jours le piège est tendu, il pleut, la terre va couler en dessous et va bloquer la palette, et là donc elle ne sera plus efficace. Et là on va émietter de la terre. Parce que pour moi un piège ne doit pas être visible, même à l'œil de l'homme, ni à l'œil de l'animal. Ici, bon, quand le renard va mettre sa patte sur le piège, ici, il se détend. Ce qui va provoquer, bien sûr, le bond. Le renard va bondir, le câble va se serrer de plus en plus. Il est toujours tenu par la patte. Et à un moment, le renard va mordre dans ce ressort-là, qui est très faible, qui lui, ce ressort-là va automatiquement, à la force de mordre, sauter, et il va secouer. Et voilà, le piège se retire de la patte. Et c'est là que le renard, ou la fouine, reste pris par le câble, parce que le câble rentre dans la patte, se serre et se bloque. L'Albert et le Belle-Île, exactement pareil. Un peu plus puissant, l'Albert. Serre un peu mieux, se détend un peu plus vite. Cette année, ça doit faire le 6e prix comme ça, ici autour des maisons. Ils creusent des terriers, vraiment des petits terriers, où ils font leurs petits. Hein. Ils s'installent carrément dans le champ et là, ils sont tranquilles. Et là, pour les piéger, il faut adapter un peu les méthodes. Il faut adapter, oui, les méthodes.
Justement, Michel vient de recevoir un appel à la rescousse d'Alain, un piégeur. Il s'agit d'un terrier dans un champ de colza fraîchement coupé, où des renards récalcitrants ont trouvé refuge. Le monsieur, en moissonnant sur son terrain, a fait sauver quoi, 4 renards d'eau. 4 renards d'eau et un plus gros qui se fait filer entre eux. Et donc apparemment il y en aura un de rentrer dans le terrier ou 2. Et donc monsieur Moulet qui est piégeur l'a piégé. Et ce matin le piège était détendu, mais apparemment le renard a essayé de sortir, a détendu le piège, mais il est resté dans le terrier. Donc là on va intervenir avec des chiens, des bras, des pelles. Et puis on va essayer de le déterrer s'il est corps dedans. Afin d'éviter que les renards ne s'échappent, Michel décide de procéder à un déterrage. Chose rare au mois d'août, mais tous les coups sont permis. À cette saison-ci, c'est très rare, parce que faut reconnaître que les renards d'eau sont déjà en balade, beaucoup dans les maïs, les blés sont coupés, les colzas sont coupés, donc on va les retrouver beaucoup dans les maïs au frais, c'est très rare. Michael met un premier chien pour confirmer la présence de renards. C'est dedans. Il est pas loin. Ouais, il a fait face, c'est ici là. Le déterrage peut commencer. C'est dedans. C'est des chiens quand même qui ont du métier, hein, et ils débutent pas quand ils tiennent le ferme, c'est qu'il y a quelque chose. Si c'est pas plus profond que ça, c'est le paradis. Ça repousse pas trop bientôt. Là, elle écoute. Le chien, s'il est bien au ferme là. Vas-y, donne la voix. Ouais, je suis au-dessus, c'est bon. Il doit pas être loin, le renard. Vas-y, il essaye de passer, d'attaquer là. Ouais. Le renard, il doit pas être loin. Attends. Ah, il l'a. Ah, c'est le renard qui tient là. Ouais. Encore quelques coups de pelle et le renard est en vue. Ah, il est là. Ça ne n'ouvre pas trop parce que si ça se barre, oh, oui. C'est bon. Il y en a encore un derrière, vite, il y en a encore un derrière. C'est du jeune. Ça, c'est un jeune. Du beau jeune. Hein, c'est du jeune. Un deuxième renardeau sera extrait du terrier. Belle réussite. Mais pour Michel, tout est travail d'équipe. On a eu de la chance. C'est là qu'on voit qu'il y a des gars de terrain, des gardes, et puis des agriculteurs qui préviennent de piégeurs. C'est un travail d'équipe. Donc, et puis bon, nous on a appelé, puis on vient quoi. C'est notre boulot quoi. Ah oui, c'est positif. En Armand, c'est toujours quelque chose de positif. Toujours sur les traces de Maître Goupil, nous reprenons la direction du GIC de la Souche pour suivre à nouveau Thierry dans sa tournée. Il nous explique pourquoi il a choisi de piéger le renard à la cage. Ah, une bonne prise. Je suis venu ce matin, je suis passé ce matin, rien. J'ai fait le tour de mes cages. Et puis je dis après-midi, tiens, je vais aller redonner à boire et à manger pour mon pigeon. Et puis un renard. Un jeune renard de la première portée qu'il y a eu cette année. Il est déjà grand quand même. C'est pas un renardeau de la deuxième portée, ça. Impeccable, 5e de l'année. Super. Moi, je préfère à la cage. Déjà, ça me laisse un peu le temps de venir avant 10h du matin. Comme ce matin, j'étais là à 8h. Qu'un collet, c'est 1 heure après le lever du jour. Et je peux pas me permettre, avec les enfants à l'école et tout, je peux pas me permettre d'être là, on va dire, à 6h du matin tous les jours. On arrive à voir à peu près où il passe, à essayer de mettre la cage où il faut. Des belles dents quand même. Hein. On est 7 en tout, comme ça. Je l'ai rapporté ici il n'y a pas longtemps, il y a 3 semaines, et ça fait déjà le 2e en 15 jours de temps. Ici, il n'y a personne, il y a des maisons qui sont à 100 mètres là-bas, mais il n'y a personne qui se balade ici. Spécialement, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, à part qu'elle soit propre, qu'il n'y ait pas d'odeur humaine. C'est surtout ce qu'il faut. Et que ce ne soit pas fréquenté par les humains. Moi, quand je viens, à part donner à manger ou donner à boire aux pigeons,
J'y viens vraiment à proximité, en voiture, et je descends même pas. Moins il y a d'odeur, mieux c'est. S'il y a de l'odeur, de toute façon, on n'aura rien. L'année dernière, j'en ai fait 18 en tout. Là, comme c'est là, aucune souffrance. Ma passion, c'est la chasse au lapin, avec les furets, mais ça, c'est ma passion. Ça, c'est pour, pareil, c'est pour nettoyer un peu, parce que par place, on en est vraiment empesté de lapins. Trop de lapins. Et la sélection, il faut arriver à la faire. Ça reproduit trop bien. Dans les fleurs, le propriétaire n'est pas trop content, on va dire. La propriétaire, parce que ces fleurs... C'est madame. J'ai des problèmes avec les lapins et donc Thierry est venu voilà, avec ses furets pour essayer d'en attraper quelques-uns parce que dans mon jardin, il dévaste tout. Toutes mes fleurs sont mangées, toutes mes salades sont mangées. Enfin, c'est l'invasion. Donc je suis contente qu'il soit venu. Alors moi, bon, c'est dans mon petit jardin, voilà, parce qu'il mange mes fleurs, mes arbustes, mes salades. Bon, alors vous me direz, c'est pas très important, mais dans les cultures, ça fait des dégâts. Hein. Les fondations n'aiment pas trop. Ah ben, je pense que ça donne une autre image des chasseurs, tout à fait. Vous savez, les chasseurs, ils sont là aussi pour équilibrer la nature. Hein. Quand la nature dépasse ses limites, il faut essayer de la rééquilibrer. Hein, tout est une question d'équilibre. Vraiment que des vidanges de terriers de lapins. C'est un gros problème pour la ferme. C'est leur bac de rétention de gouttières, de champs, de tout ce qu'on veut. C'est comme une piscine avec un trou, l'eau elle reste pas. À l'agriculteur qui nous le demande personnellement, on va dire, comme je piège comme sur les renards, tout ça sur le secteur. Là, on travaille qu'avec les bourses et le furet. Comme la chasse n'est pas ouverte, là on n'a pas le choix, le fusil on n'a pas le droit. Un mâle de 2 ans et une jeune femelle qui travaille très bien. Bon, il y a assez d'œufs là pour le secteur. On va poser tous les bourses en gueule de trou et après on va mettre les furets pour pouvoir les faire sortir. Ici se posent les cages. Alors la cage, elle a toujours un clapet. Le lapin rentre, il se fait prendre dedans. Quand il est rentré dans le tube, le clapet se referme. Il ne peut plus sortir. C'est là que je le prends et qu'on le détruit ensuite. On vérifie toujours bien que l'entrée de la bourse soit bien flexible, pour pas qu'elle soit bloquée, sinon la tête du lapin, il fait demi-tour obligatoirement. Et bien mettre la bourse correctement pour que le lapin puisse s'enfiler directement dedans. Mais bon, des trous comme ça, c'est pas toujours évident. Là, j'ai fait mettre les filets parce que le trou, j'ai un problème. Le trou est un peu grand par rapport aux cages. Ça va même être dur, mais bon. Voilà, on a tout préparé. Et puis on va démarrer, on va mettre un furet dans un trou. Puis après un deuxième. Je vais en mettre un au bout et un par ici pour vraiment montrer, voir si ça bouge ou pas. On y va. Là, je vais rentrer ici.
le pauvre petit lapin de la nature. Bon là on a bien travaillé quand même. Hein. 6 prises sur le bassin. Impeccable. On n'a pas tout détruit là. Là faut continuer. Hein. On va pas continuer aujourd'hui, on va laisser tomber une semaine ou deux. Et on va recommencer. À l'inverse du lapin de nos campagnes, bien de chez nous, certaines espèces ont été introduites par accident ou malveillance. En forêt de Saint-Gobain, Jean-Claude traque un prédateur pas comme les autres. Le raton laveur. Notre politique est assez simple à travers l'étude scientifique, à travers ce que nous demandons à monsieur le préfet en commission départementale. Ce sont des espèces exogènes qui ont été importées. Pour le raton laveur, il vient du camp militaire de Couron, apporté par les Américains. Le ragondin, c'est pareil, c'est originaire d'Amérique, ça a été apporté en France. Donc là, même avec les représentants des associations environnementales, on n'a pas de souci pour obtenir le statut parce que elles font des dommages sur les territoires. Ça peut être aussi pour le ragondin, le rat musqué, des trous dans les berges, effondrement de berges, des problèmes avec les ruisseaux et l'épuration des eaux. Donc là, aucun souci pour obtenir le classement de ces espèces-là de tous les partenaires. Oh, moi, j'ai attrapé une poule. À lapin, tout ça. Je fais pas de... Bon, le gibier, tout ça, les perdreaux, les faisans, tout ça, les petits lièvres, tout ça, ça y est pas, ça. Ça, c'est pire qu'un show. Hein. L'année dernière, on a fait 18. 18, et puis le compagne a dû en faire 3. 21 pour la petite commune, là. Hein. Bah, ça, c'est bien à prendre parce que ça suit la coulée. Hein. Il y a une coulée, bon, il va grainer, il vient directement. Et ça raffole du maïs. Hein. C'est incroyable. Bah, moi, j'ai toujours connu ça. Hein. Moi, plus en que ça, j'ai toujours connu... plus ou moins, mais là, pas la moment, il y a de plus en plus, quoi. Ça se multiplie, hein. Enfin, machin comme ça fait peut-être 5-6 jeunes comme des chats, hein, peut-être. Hein. Ouais. C'est vite reproduit aussi, hein. Aujourd'hui, elles sont ici. On sait que c'est des espèces exogènes. C'est un argument pour pouvoir les réguler de façon facile et abordable par tous. Néanmoins, elles font partie du patrimoine faunistique aujourd'hui et on est plus dans un esprit de gestion. On ne veut pas tuer le dernier rat musqué ou le dernier raton laveur. C'est à l'usine que nous retrouvons Michel. Mais rassurez-vous, il n'a pas changé de métier. Il intervient aujourd'hui en vue de détruire les pigeons qui ont pris possession des lieux, aux grandes dames des propriétaires. En tant que garde du GIC, il a autorité pour procéder à cette destruction. Les pigeons se sentent bien là, mais les surpopulations ne sont pas agréables, les excréments sur les toits, dans les bâtiments qui sont nettoyés, les nidifications. Donc l'usine a demandé un nettoyage de pigeons. Tous les ans, ils font appel, ils sont satisfaits parce que bon, bah, on arrive à régulariser, mais on n'arrive pas à exterminer le dernier parce que bon, ça revient toujours, hein, toujours qui revient, c'est normal, il y a de l'aliment, il y a des endroits de nidification. Et donc là, on a posé des cages qui sont ni plus ni moins que des cages à corvidés. Hein. Alors au milieu, vous avez un appelant et avec du grain. Bah, ça marche très bien, on en prend tous les jours 3, 4, 5. Allez. J'ai vu là sur ce bord de toit là une grosse population de pigeons. Je vais essayer d'en détruire quelques-uns. Donc là on va essayer de ne pas trop se montrer. Parce qu'ils sont là sur le rebord. Ça fait loin d'ici. Voilà. Et ça, les pigeons qu'on récupère là, ça nous sert à nourrir les corbeaux dans les corbeautières. Vous voyez, tout est utile, quoi. Ou même à piéger aussi les fouines, les martres dans les chatières. Dans ces morts, c'est très efficace. Fouines, martres et putois, de la famille des Mustelidés, font également partie de notre faune. Leur présence est nécessaire, mais leur prolifération engendre souvent des problèmes. C'est pourquoi leur régulation est autorisée, avec certaines restrictions cependant. Par exemple, pour la martre,
La martre fréquente plutôt les milieux boisés, donc nous avons associé les milieux boisés, c'est-à-dire plus de 20% de boisement sur la commune, et des opérations de plan de chasse faisan, puisque la martre est un des principaux prédateurs du faisan. Voilà. Voilà la martre. Voilà. On néglige un peu dans le piégeage ce qui est des fouines, martres, putois. On se rabat plus sur le renard. Mais je vous garantis que, comme le renard, au moment des jeunes, comme les fouines, ça fait énormément de dégâts. Énormément de dégâts. La fouine, quant à elle, est une opportuniste. Elle a profité de cette maison abandonnée pour s'installer et faire des dégâts alentour. Yannick, le piégeur du secteur, nous fait découvrir sa méthode pour remédier au problème. Les fouines se plaisent dans des taudis pareils, il y a des vêtements, il y a un petit peu de tout, donc elles sont très bien là-dedans, quoi. On a eu des plaintes de la commune parce que les gens ont des volailles. Et malheureusement, il y a eu des poules et des volailles de manger par les fouines. Et voilà. Là, comme vous voyez, il y a une fouine de prix qui a été prise au piège à œufs, un piège de 2e catégorie, piège qui tue. Hein. Donc la mort a été immédiate, quoi. Elle n'a pas eu le temps de souffrir, hein. La mort est immédiate. Donc la fouine adore particulièrement les œufs. Le piège à œufs, le système, c'est qu'on va commencer par le tendre. Voilà. Alors, on va mettre la sécurité. Donc là, à partir du moment où la sécurité est mise, le piège ne peut plus se déclencher. Donc on installe le piège bien à plat. Voilà. Le poids de l'œuf. La sécurité est tout le temps mise, bien sûr. Donc ensuite, on va camoufler au maximum, on va cacher le piège. Comme si ça faisait un nid. On peut défaire la sécurité. La fouine arrive, elle prend l'œuf, et là, elle est prise immédiatement. Alors, l'année dernière, j'en ai fait 8. J'ai fait 8 fouines ici. Après la reproduction, ça en aurait fait quand même pas mal, quoi. Donc elle ne s'attaque pas essentiellement qu'aux œufs et aux poules. Une fouine va aller traîner des œufs de perdrix, elle va aller s'attaquer aux petits faisans d'eau, aux petits lièvres, petits lapins. Donc une fouine, c'est un très gros prédateur, quoi. C'est un prédateur qu'on devrait s'occuper même un petit peu plus. Les gens, une fouine, le considèrent peut-être pas encore comme un grand prédateur. Ah, la cage est fermée. Apparemment, il y a quelque chose de pris dedans. Eh oui, c'était un putois. Avant, on est obligé de le relâcher, où il était chassable. Mais là, donc ça y est, il est déclaré nuisible, donc c'est un animal qu'on peut piéger et tuer nous-mêmes. On a un fossé, le putois emprunte très bien ses chemins sans problème, quoi. On va fermer sur les côtés, de façon à faire un entonnoir, donc pour que l'obliger à prendre le milieu de la cage, quoi. Donc là, il y avait un appât dedans, il y avait de la viande. Il est venu pour chercher l'appât et a déclenché la trappe et puis les portes se sont fermées. C'est un animal qui fait énormément de dégâts sur les garennes. Hein, c'est un animal qui affectionne particulièrement les lapins. Le putois est un animal qui essentiellement dépouille ses proies, quoi. Donc en laissant généralement la tête, il enlève la peau et il mange ce qui est bon, quoi. C'est la différence avec la fouine qui, elle, généralement, mange que la tête. Donc dans les poulaillers, souvent on retrouve des volailles ou des canards qui n'ont plus de tête. C'est parce que bon, c'est une fouine. C'est un animal qui traîne beaucoup autour des rivières, des ruisseaux, pour manger des grenouilles, du poisson, du rat musqué. Il est utile aussi, hein, donc il faut le réguler comme il faut, quoi. Même si bon nombre de pièges sont commercialisés, bien souvent par souci financier, mais aussi d'efficacité, le piégeur fait preuve de créativité pour arriver à ses fins. Voilà. Un putois. On a quand même appris beaucoup les ficelles par les anciens qui ont déjà vécu avant nous. Et donc j'avais un vieux monsieur qui m'avait montré un système avec un drain. Le système, c'est très simple. À l'intérieur, on a mis un lapin qu'on a trouvé mort, comme appât, qu'on enfile dans le drain. Ce drap-là a été découpé à la disqueuse sur les côtés, de chaque côté, pour pouvoir faciliter d'y introduire le piège.
On va retendre notre piège. Et avec les petits bouts de bois, bon, ça prend un peu plus d'épaisseur, c'est plus naturel. Et donc, quand l'animal va vouloir passer entre deux, il va pousser sur les bouts de bois pour aller chercher l'appât, et c'est là que ça va déclencher. Donc je vais mettre mes ressorts à plat. Je vais mettre mon piège ici à l'intérieur. Là. D'accord. Je vais caler mon piège avec 2 petits bâtons pour pas qu'il bouge. Je vais remettre un peu de feuilles ici à l'entrée pour que ça reste naturel. Donc, quand notre piège est posé comme ceci, la fouine, le putois ou la martre vient pour aller chercher l'appât qui s'y trouve à l'intérieur, et en poussant, elle déclenche. Et là, instantanément, là, elle est tuée. C'est un piège qui tue. Tout ce qui est fouine, putois, martre aime bien visiter tout ce qui est de drain, ainsi de suite, s'il n'y a pas un petit lapin dedans ou quoi que ce soit. Donc, elles aiment bien emprunter tout ça en période de chasse pour se nourrir. Yannick, comme tous les autres piégeurs que nous avons rencontrés, est bénévole et il ne compte pas son temps. Mais si l'on additionne l'achat des pièges, le gasoil et les frais divers, cela représente un budget non négligeable qui peut décourager certains piégeurs. C'est pourquoi les fédérations de chasseurs mettent en place des systèmes destinés à les aider financièrement. Les primes prédateurs, les primes nuisibles, c'est une somme qui est donnée par la fédération à chaque réalisation. Un renard, par exemple, c'est 7,60 € pour récompenser le piégeur. Et ces gens-là ont bien besoin d'être récompensés. L'année dernière, on a pris une mesure exceptionnelle. On a doublé la prime au renard, c'est-à-dire 2 fois 7,60 €. Et il y avait sur le GIC, et il y a encore des sociétés qui doublent la prime pour le piégeur de la société. C'est-à-dire que certains piégeurs touchent 3 fois 7,60 €. Ça peut paraître énorme, mais le but, c'est d'atteindre le résultat. C'est essentiel. Hein. On voit les résultats d'évolution de comptage lièvre, on voit l'évolution des ICA renards. Des GIC qui ont réussi à mettre ça en place arrivent à avoir 0,01 renard observé au kilomètre éclairé. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la chasse. Nous retrouvons Michael, notre déterreur, en compagnie de Régis, son père, sur le territoire de l'ACCA de Wassigny, où ils sont tous les deux piégeurs. C'est le moment de vérifier si leurs efforts ont été payants. Le piégeage, c'est un maillon essentiel au niveau de la chasse. C'est ce qui nous permet quand même de monter nos populations. Puis bon, c'est une chasse en même temps, si on veut. Ça permet d'être sur le terrain toute l'année, de voir ce qui se passe, rencontrer des autres, travailler en plusieurs. Ah non, non, je le tire pas, j'appelle le chien. Nina, Nina, Nina. C'est bien. Allez, viens ma fille, cool. Là, Nina, non, non. Je crois que les chasseurs ont des missions de service d'intérêt général et la sauvegarde de la biodiversité, c'est quelque chose d'essentiel. Donc aujourd'hui, même si le grand gibier se porte à merveille, le petit gibier fait partie de cette biodiversité. C'est des espèces essentielles pour la pratique de la chasse. N'importe quel chasseur est très heureux de prélever un lapin, un lièvre, une perdrix, un faisan. Et si demain, ces espèces n'étaient plus chassables pour cause de densité trop basse, les fédérations perdraient bon nombre de chasseurs. On est là aussi pour veiller à ce que les chasseurs puissent chasser. Et pour que les chasseurs puissent chasser, il faut qu'il y ait du petit gibier. Et le petit gibier doit faire l'objet de toutes les attentions. Tu ça, Philippe. Tu veux placer là-bas en haut, tout en haut? Non. Non. Non, non, non. Ah si. Non. Non. Quand on a la satisfaction qu'on voit du gibier, on se dit on a bien travaillé. Ça fait plaisir.